N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour une nouvelle aventure avec la presse. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Joël Ega, le patron du journal Fraternité, et Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. C'est ensemble que nous analyserons les grands sujets de l'actualité. On parlera politique, bien sûr, avec l'actualité qui se cristallise encore avec l'annonce des manifestations de la coalition des 14 partis de l'opposition, elle qui veut tout faire pour empêcher la tenue des élections au niveau du gouvernement. On se prépare pour rétablir l'ordre. On analysera tout cela avec les confrères en tout. Et puis un mot également sur le social. Avec les confrères en studio. Bonjour, Joël Ega. Bonjour, mon cher frère et ami. Bonjour à tous les fidèles du rendez-vous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour, Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonjour aux grands citoyens de la plateforme Taxi Presse. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je ne sais pas si vous faites le constat, mais chaque jour que Dieu fait, dans l'opinion, que des plaintes de nos compatriotes. Le Togolais est devenu nerveux aussi. Rien qu'à circuler dans la ville que vous voyez des comportements pour que vous vous en rendez compte. Et quand on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on est nerveux, on se rend compte très rapidement que les conditions sociales ne sont pas forcément les meilleures. D'où la question ce matin, Joël Ega, est-ce qu'il faut espérer un lendemain meilleur pour les Togolais? Eric, merci et félicitations pour la question. Parce que tout ce que nous faisons, les récits que nous faisons ici de lundi jusqu'à vendredi, doit être versé. Enfin, ces exercices-là que nous faisons se versent dans une et seule marmite. C'est dans une seule marmite, c'est le marmite social, hein, c'est-à-dire que cette marmite soit plus riche et soit plus dosé, et que ce qu'il y a dedans soit mieux partagé. C'est le but principal de ces exercices-là que nous faisons ici. Donc cela dit, est-ce qu'il faut espérer un lendemain meilleur? Espérer un lendemain meilleur. On doit espérer un lendemain meilleur parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble, et la dynamique viagère c'est-à-dire la dynamique viagère va dans le sens de l'évolution. Quand tu nais, tu grandis. Oui. Et après on disparaît, effectivement. Et même quand tu grandis, tu étais moins sage, tu deviens plus sage. Et ça veut dire que plus on vit ensemble, on doit faire tout pour que notre vivre ensemble soit mieux, soit plus assaini. Raison pour laquelle on a des lois, raison pour laquelle on a confié la gestion du bien commun à une autorité que nous avons. Nous avons fait le choix d'être dans une république plutôt que dans un royaume. Et quand nous disons république, ça veut dire que quand tu ne gères pas bien, on n'est pas dans une monarchie parlementaire. Dans une monarchie parlementaire encore, ce qu'il y a de comparaison avec la république, c'est qu'il y a l'obligation de rendre compte. L'obligation de rendre compte. La reddition des comptes. La reddition des comptes. Et donc, dans une république, on a l'obligation de rendre compte. Et c'est ce qui fait la base de la frustration du Togolais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que il suffit que toi, Eric, demain, on te nomme, tu te permets d'abuser, de mettre par devers toi les biens qu'on t'a confiés, et tu ne rends compte à personne. Parce que même si je me plains, le système est tellement, excusez-moi, entre guillemets, le système est tellement vicieux que même quand je me plains contre toi, celui devant qui je me plains, lui-même il est corrompu, hein, et jusqu'au sommet de l'État, au point que le père de famille à qui on a confié le contrôle
de la bonne gestion des choses, lui-même il est complice. Est-ce que tu vois? Donc, mais en cela, en fait, face à ce cercle vicieux, c'est ce que nous appelons patriotisme et nationalisme qui est remis en cause. Parce que le patriotisme, c'est quand je m'identifie, je me reconnais comme partie prenante. C'est-à-dire que je me sais respecter, prise en compte, que je me dis non, j'appartiens à une patrie. Est-ce que tu vois? Mais quand je ne me vois pas prise en compte, on a l'impression que ce que j'appelle comme patrie, ce que j'appelle comme pays, tout est fait contre moi, tout est fait pour pour me niveler vers le bas et pour m'exploiter. Donc je ne me reconnais plus. Raison pour laquelle chaque fois tu vois dans les frustrations togolais, chaque fois qu'on a dit oh Togolais, on se connaît dans ce pays, excusez-moi de tomber dans le vernaculaire. On est tellement frustré que la frustration déverse dans le pessimisme et dans l'antipatriotisme. Oui, justement, ce sont là des mots qu'on rencontre. Il vous en souvient, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines d'ailleurs, avec les confrères, on faisait un débat ici, lié donc au sens du civisme. Pourquoi est-ce que tout cela fuit le Togolais aujourd'hui? Moi, je reviens sur la question initiale. Est-ce qu'il faut espérer mieux pour le Togo demain? Oui, il faut espérer mieux pour le Togo de demain. Ça, c'est sûr, et c'est une évidence parce qu'il y a l'éveil des consciences et les Togolais travaillent actuellement pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et si je prends un petit exemple, la loi de finances 2019, vous voyez qu'il y a des perspectives de développement, il y a des perspectives aussi de lutte contre la pauvreté. Oui. Donc ça voudrait dire que les autorités togolaises sont conscientes du défi à relever, parce que au Togo, nous avons un défi de développement, et quand on parle de développement, c'est comment faire pour réduire la pauvreté. Donc quand vous prenez la loi de finances 2019, il y a beaucoup de mécanismes qui sont annoncés, et à terme, ça pourra contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Outre cela, il y a aussi le côté politique qui nécessite un sursaut patriotique pour aller vers des perspectives démocratiques assez solides, parce que le Togo, c'est notre pays, c'est le pays à nous tous, c'est notre pays commun, et nous devons tout faire pour construire un destin commun. Un destin commun. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, je vous pose la question parce que vous êtes des leaders d'opinion, que tout se fait pour que ce destin commun-là soit une réalité aujourd'hui? Parce que justement, comme on le disait, dans l'opinion, certains ont le sentiment qu'ils sont mis en marge de la société, d'où les frustrations, d'où ce qu'on est en train d'observer depuis plusieurs années maintenant dans notre pays. C'est vrai que le chef de l'État a eu à parler d'une minorité et de la majorité. Donc, partant de cette catégorisation des populations togolaises, nous disons qu'il y a véritablement un travail à faire pour combler ce fossé. Parce que quand vous prenez la minorité et la majorité, c'est en matière de justice, en matière de privilèges, en matière de redistribution des ressources du pays, il y a vraiment un grand fossé, et il est évident que les autorités fassent un effort, sinon ça va créer des frustrations. Ceux qui sont dans la majorité se disent qu'ils sont aussi togolais, ils ont ce droit aussi de jouir de tout ce qu'il y a comme ressources dans notre pays. Mais si c'est une petite minorité qui va prendre ça en otage et la distribuer, je veux parler des ressources, les distribuer, et penser que ceux de la majorité ne sont que des gens pour qui, s'il faut accorder certaines choses, c'est de la pitié, on leur donne ça comme si c'était, il y a un terme beaucoup plus, c'est comme si il faut être gentil envers, on n'est pas obligé d'être gentil envers cette classe de la majorité. De la faveur. De la faveur, mais c'est le mot même que je cherchais. C'est comme si c'était de la faveur qu'on leur faisait. Or, ça ne devait pas être ainsi, parce que c'est un bien commun, et lorsque vous avez la chance d'être porté à une sphère assez élevée pour travailler pour l'ensemble, il faudrait faire en sorte que tout ce que vous aurez comme richesse, tout ce que vous aurez
produit comme richesse puisse profiter à l'ensemble. Il y aurait une redistribution équitable et chacun se sentirait mieux dans le pays. Si je prends le cas du Ghana, vous savez, nous les journalistes, c'est les études de comparaison qui nous amènent à planter le décor et à amener les gens à comprendre mieux. Quand je prends le cas du Ghana, aujourd'hui, en matière de santé, les populations ne se plaignent pas parce qu'il y a une assurance santé universelle qui couvre tout le monde. Et quand le Ghanéen est malade aujourd'hui, ce n'est pas un souci. C'est que quand je vais à l'hôpital, il y a des mécanismes qui sont mis en place, des produits sont là, des analyses, tout ça là, je ne paierai rien. L'État a pris en charge. C'est l'argent du pays qu'on a pris pour endosser à cette politique de santé publique au Ghana. Et donc, les populations ne se sentent plus frustrées parce que même si ils apprennent qu'un ministre a été évacué de façon sans on l'a appris, on l'a amené à l'extérieur pour aller le faire soigner, pour le soigner, ça ne frustre plus, ça ne donne pas trop de sentiment d'être mis à l'écart. Vous comprenez? Donc, c'est cette politique que nous voudrions que les autorités publiques togolaises puissent implémenter dans notre pays, puissent asseoir pour amener les citoyens à se considérer véritablement comme étant fils de cette nation. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit « Tout le malheur des Togolais se résume à la politique. Tant que les politiciens n'arrêteront pas de nous prendre en otage, ça ne marchera pas. » Voilà ces genres de sentiments qui sont dans l'opinion aujourd'hui par rapport à la gestion globale. Joël. Eric, je crois que... Bon, excusez-moi, je serai un peu long dans ma réponse, dans mon développement, parce que par rapport à ce que... Pour répondre à ce que l'auditeur vient de dire, c'est facile de dire tout est lié à la politique, mais qui anime la politique? Ce sont ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, sont nos enfants. Ils ont été formés dans une culture donnée. Ce qui nous ramène à interroger nous-mêmes notre propre culture au Togo. Ce qui nous ramène à interroger notre propre culture. Mais de par l'histoire de la formation de notre pays, nous avons, là où on doit reconnaître que quelque chose ne va pas, nous avons les mêmes peuples des deux côtés de la frontière. Mais pourquoi nos frères aivés, nos frères Concomba qui sont au Ghana, ils sont arrivés à mettre en place un État plus sérieux que nous autres, qui sommes restés sous la colonisation française. On dira non, c'est les Français, etc. Mais ça a une signification? Oui, ça a une signification. Il faut, tu sais, avant de corriger ta démarche, demande-toi comment tu as appris à marcher. Comment tu as appris à marcher? Qui t'a appris à marcher? Donc il faut qu'on s'interroge, qu'on retourne à notre source pour voir. Mais qu'est-ce qui fait que la démocratie a réussi au Bénin? On a tous été colonisés par les Français. Si on dit que bon, c'est parce que nos frères qui sont restés au Ghana, ils ont évolué dans le modèle, dans le modèle colonial anglophone qui donne plus la chance au développement de vos valeurs que d'imposer l'autodétermination. Mais au Bénin à côté, mais pourquoi le Bénin avec moins de ressources est même plus riche que le Togo? Et la démocratie s'est rapidement instaurée là-bas. Mais moi, il ne faut pas avoir honte de le dire, mais c'est la culture de la complaisance et du mensonge. La culture de la complaisance et du mensonge que nous avons commencé par cultiver depuis les... Et moi, je dis, il faut faire la part des choses, il faut donner le passif également au père de l'indépendance, qui, au lieu de mettre en place une nation, a voulu, c'est plutôt adossé à son concept de Eveland, négligeant les Togolais d'une certaine partie, en réponse. Et à des moments venus, ils disent ok d'accord, on va leur renvoyer cela, on va leur renvoyer ce qu'ils nous ont servi. Et ça a duré pendant 38 ans au point que aujourd'hui on est à Kassu. Maintenant, ceux qui étaient avec ce Sylvain Olympio, quand ils étaient avec Yadema, ils auraient dû au moins avoir le courage de dire à Yadema non, ce qui peut nous amener loin, c'est que tu ne montes pas les Togolais d'une certaine partie contre, parce que déjà naturellement il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Et l'intelligence, etc., économiquement, etc., ils ont plus de faveur que d'autres, mais trouve plutôt un mécanisme, comme on l'a fait dans le livre vert de l'ex-parti unique, qui était un livre très apprécié, mais restons fidèles dans l'esprit du livre vert et promouvons le développement de tous. Il ne faut pas donner plus d'importance à certains par rapport à d'autres, mais les Gachem, enfin, ceux-là qui étaient avec lui, c'est eux qui ont encore plus enfoncé la division, comment vous l'appelez, renforcer la mauvaise gouvernance dans ce pays.
Hein? C'est eux il faut qu'on réintègre notre histoire. Et maintenant, descendons dans nos maisons, même quand tu vois comment l'opposition mène la lutte aujourd'hui. On va revenir sur excuse-moi, mais la question politique beaucoup plus. Oui, tout cela, hein, quand on fait, vous voyez sur les réseaux, les gens se lèvent, au lieu de mener une lutte, je ne sais comment, de faire des actions utiles, des actions tangibles. Vous voyez même des activistes qui racontent des mensonges, hein, qui disent n'importe quoi, mais il faut qu'on s'assainisse. Il faut qu'on soit plus sérieux. Très bien. Maintenant, excuse-moi, quand on parle du social, mais quand on dit 45% du budget... Je voulais justement qu'on en arrive à ce niveau, parce qu'avec les confrères hier, on a fait un débat similaire. Le gouvernement semble dire aujourd'hui aux Togolais qu'il est en train de prendre en compte leurs doléances, à savoir s'intéresser au développement, s'intéresser au social. Et le budget 2019 prévoit 45% de financement pour le social. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais Eric, c'est du chocolat, ça. Ça, c'est un écran de fumée. Ah oui? C'est un écran de fumée, c'est un écran de la diversion. Et c'est très bien que, peut-être... Oui, peut-être hier encore, les gens pouvaient vouloir croire en cela. Mais il a vidé tout son capital confiance. Du moins, encore en 2015, on pouvait encore croire. En 2016, c'est toujours social. 2017, c'est social. 2018, on dit social. 2019, on dit social. Mais attends, le social, on l'aura quand en fin de compte? Mais ça, c'est via quoi les milliards qu'on a mis pour la création de l'emploi pour les jeunes. Maintenant, quand on dit aujourd'hui, on parle de développement. Pendant 13 ans, on a passé le temps à faire quoi? On parle du plan national de développement. Excusez-moi, mais c'est à la limite. Ça fait marrer, à la limite. Oui. Qu'on parle aujourd'hui du plan national de développement. Ce plan, ce sujet, on en a parlé ici. Comme c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il faut développer le pays. Mais attends, on a fait quoi alors? On a fait quoi durant 13 ans de gouvernance? Je donne la parole également à Acha Ibrahim sur le sujet. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Mais tu peux que j'ajoute un élément. Mais quand on dit 45%, quand tu vois dans les 45%, il n'y a que du rattrapage qu'on veut faire. Parce qu'il y a... Ce qu'on a déjà prévu de faire. Oui, ce qu'on devait faire depuis qu'on a refusé de faire. Tu vois, par exemple, le personnel des ressources humaines dans les ministères, tu vois toutes les lignes des ministères. Dans l'administration. Dans l'administration publique, le ministère de la fonction publique, le ministère de l'agriculture, le ministère de la santé, le ministère des affaires sociales. Le personnel est vieillissant, on a refusé de recruter. Donc quand tu vois les budgets et les lignes budgétaires augmenter, ce n'est pas l'action du ministère qui fait augmenter le budget, mais ce n'est que le besoin du personnel. Donc, il ne faut pas qu'on dise que c'est du social, ça dit, il n'y a rien de nouveau. Merci beaucoup, Joël. Quel est votre avis là-dessus, Acha Ibrahim? Non, il faut dire qu'il y avait eu toujours des politiques de développement. Et lorsque M. Faure est venu en 2005, il a parlé de la modernisation des structures étatiques. Et il avait dit qu'il était même le chantre de la modernité, parce qu'il venait avec une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon de gérer le pays. Effectivement, lorsqu'il est arrivé, il y a eu des plans qui ont été initiés, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour améliorer le quotidien des Togolais, pour aller vers un bien-être social assez soutenu. Oui. Mais seulement, il s'est fait que dans le pilotage de ces projets, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Ça, c'est l'erreur humaine. Parce que certaines personnes, par rapport à leur proximité avec le chef de l'État, se croyaient tout permis. Et donc, il y a eu des dérapages dans le pilotage. Il faut avoir le courage de le dire, du dérapage dans le pilotage de ces projets. Et par la suite, nous avons vu ce que ça a donné comme résultat. Des milliards ont été consentis. Le chef de l'État a tout fait pour mobiliser les ressources, pour amener à la mise en œuvre de ces projets. Mais au finish, comme les personnes qui étaient devant ces projets n'étaient pas à proprement parler en phase avec la vision du chef de l'État, les projets n'ont pas évolué. Donc aujourd'hui, quand nous parlons du plan national du développement, mon frère Joël a raison d'être beaucoup plus sceptique et beaucoup plus amer vis-à-vis de ce plan. Mais moi, je dirais tout simplement que par rapport aux informations que nous avons eues, il s'agit d'un changement de paradigme en matière de développement. Et là, quand vous arrivez à un moment donné et les gens font le constat que tout ce qu'ils ont eu comme initiative a échoué et qu'il faut changer de paradigme, je pense que c'est déjà un bon pas pour aller de l'avant. Et donc, actuellement, on nous parle
de modernisation des infrastructures dans tous les secteurs sociaux, la multiplication des projets structurants, surtout en faveur du développement, la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes dans les zones rurales et surtout, pour toucher le point concernant l'administration publique, on nous parle de l'efficacité de l'administration publique. Donc, cela va prendre en compte le recyclage du personnel, le recrutement et le repositionnement en matière de cahier de charges. Donc, c'est disons tout un projet qui est conçu pour amener le plan national de développement à pouvoir régler les problèmes sociaux auxquels nous faisons face. En tout cas, il y a un auditeur qui nous dit que par rapport à notre première réaction sur l'avenir radio du Togo, il dit envisager un meilleur avenir au Togo dépend de nous, les populations, car nous devons prendre notre responsabilité et tout ira mieux. Nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit que Joël, les gars, est en train de dire le nœud du problème qui fait le problème du Togo. Une solution profonde sera la fin du problème togolais, écrit-il. Un autre auditeur qui nous dit je pense que notre problème, c'est qu'on a un régime, lui il parle d'un régime sanguinaire qui n'aime pas la patrie, c'est son avis. Un autre auditeur qui nous dit, un journaliste vient de dire que naturellement certains sont supérieurs. Qui sont ces supérieurs? Ça peut être également une question. Je pense que c'est Joël, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, que naturellement il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Non, ils sont mieux dotés. Ils sont mieux dotés. Je pense que c'est le vrai mot. Certains sont mieux dotés que d'autres. Voilà. Alors, c'est un sujet sensible. Tout est au ralenti, nous dit cet auditeur. Zémiga même que nous faisons, il faut des kilomètres avant de trouver 200 francs. Au cas contraire, tu rentreras à la maison bredouille, rien ne va, et c'est ça qui nous frustre, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, soyez prudents avec ces 45% évoqués par le gouvernement pour le social. À l'Assemblée nationale, il y a toujours le projet de taxes sur l'habitat, et cela représente 8% de ce budget. Alors le pire est devant nous. Prudence, nous dit donc l'auditeur. Il demande à ce qu'il y a qu'on relativise à peu près par rapport donc à ces chiffres annoncés par le gouvernement togolais. L'information selon laquelle la CEDEAO demande de pouvoir en plan de revenir en arrière est-elle vraie? Bon, ce sujet on va l'aborder tout à l'heure, cher auditeur. Un autre qui nous dit, si on n'augmente pas les SMIG et nous sommes payés toujours à 50 000 ou 60 000, et développer l'agriculture avec les tracteurs, FNC peut donner 100 000, rien ne changera. Oui, mais Eric... C'est vrai? Je l'avais dit. Mais on a parlé vous parlez du FNFI, développer l'agriculture avec les jeunes, etc. L'emploi des jeunes. Vous vous souvenez de notre dernière parution? Oui. On dit le gouvernement s'embrouille, oui, carrément en termes de création d'emplois. Mais on ne comprend pas qu'hier on nous parlait de création, on nous parlait de l'emploi des jeunes, de la promotion de l'emploi des jeunes. On va financer, comment vous l'appelez, on va mettre en place des structures qui enrôlent, qui absorbent les jeunes. C'était le volontariat, oui, au passage, etc., oui, etc. Et le faillite, etc. Mais aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Mais ça veut dire que le gouvernement se rend compte que nous, on a échoué. Mais en même temps, c'est pas grave quand on se rend compte qu'on a échoué, qu'on change de paradigme, comme tout à l'heure le disait, Acha. Oui, mais attends. Se rendre compte qu'on a fait une erreur et réorienter le débat, ça n'a rien de grave. Où est-ce qu'on était? Parce que quand on parle de création d'emplois, c'est un travail en synergie. Est-ce que tu vois? C'est un travail en synergie. Mais quand vous voyez dans les autres pays, les pays développés, quelqu'un dit, un certain Trump qui dit, je vais créer 1000 emplois, mais il prend des décisions économiques pour accompagner. Il crée un cadre pour accompagner. Il protège par exemple les intérêts américains à l'extérieur. Il utilise tous les moyens dont il dispose, tous les mécanismes dont il dispose pour permettre aux entreprises de faire plus de recettes et donc de créer de l'emploi. Il en est arrivé là aujourd'hui. En France, c'est la même chose. Bon, mais avec Trump, voilà, on a vu General Motors qui ferme encore 3 industries. Non, je parle. Voilà. C'est un contraste un peu avec ce qu'il a en train de faire quand même. Venons au Ghana ici. D'accord, c'est mieux. Oui, venons au Ghana. Est-ce que le Nana Akufo-Addo est arrivé à créer de l'emploi, oui ou non? Mais il y a aujourd'hui, même le patronat qui doit créer de l'emploi, le patronat est sous contrôle. Est-ce que tu vois? Le patronat est sous contrôle, le patronat, on le marionnettise comme
Et au même moment, il y a à côté du patronat, il y a l'association des grandes entreprises du Togo qui met chaque fois les bâtons à la roue du patronat. Le patronat est donc obligé de danser au rythme de ce que le pouvoir dit pour que ce soit lui qui soit l'interlocuteur. Quand vous prenez, par exemple, le ministère de l'Agriculture, le ministère, tous les financements qui vont là, tous les financements qui vont à ce ministère, en quoi est-ce qu'on pousse le ministère, par exemple, aujourd'hui qu'on parle des agropoles, au Burkina, on parlait des agropoles depuis des années. Mais ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de management. Il faut qu'on sache. Merci beaucoup, Jean. Excuse-moi, il faut qu'on sache où on veut aller. Hein? Et donc, les moyens qu'on met, comment on va l'utiliser pour obtenir des résultats. Et puis, on n'a pas de tableau de bord de création d'emplois. On n'a pas de tableau de bord. Depuis là qu'on a créé un ministère qui s'occupe de la création de l'emploi, est-ce qu'il y a une évaluation qui dit non? Voilà, on a investi 10 milliards cette année. On a pu créer tel nombre d'emplois et encore des emplois décents. Est-ce qu'on a pu créer tel nombre d'emplois l'année prochaine? Merci beaucoup, Joël. Etc. Alors, on va marquer une pause, mais dire par rapport à un auditeur qui nous envoie un message, il dit pour cette question, il faut dire que quand le politique souffre, le social est d'emblée malade. Aussi, la démocratie ne peut réussir dans un pays où vous avez deux classes illégitimes, à savoir les extrêmes riches et les sous. Vous comprenez? D'où la nécessité de travailler pour la suppression de ces deux classes illégitimes et faire en sorte que la classe moyenne émerge. On va continuer le débat tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères. Dans quelques minutes, nous parlerons de la politique et tout ce qui se passe depuis quelques heures avec les manifestations programmées par la coalition de l'opposition. Au niveau du PNP, on annonce un déluge total dans le pays, puisque c'est une manifestation synchronisée de Lomé jusqu'à 5 ans. C'est annonce donc les organisateurs. Le 29, le 1er, le 3 et le 4 décembre prochain, justement le 4, là que démarre la campagne électorale, selon le chronogramme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. On va y revenir ici tout à l'heure. Mais je voudrais, pour finir le débat lié donc au social, finir sur la question de la classe moyenne. Pourquoi est-ce que la classe moyenne a du mal à émerger au Togo? Non, c'est parce que la minorité protège ses intérêts. La minorité ne veut pas que la majorité se ferait un chemin pour devenir aussi riche qu'on veut. Vous savez, la tendance au Togo, c'est qu'il y a certaines personnalités, il faut le dire, qui n'aiment pas que leurs compatriotes se portent mieux. Mais comment c'est possible? Non, mais c'est possible. On parle d'un lendemain meilleur pour le Togo. Alors, si nos compatriotes ne se portent pas mieux, comment est-ce que ce pays peut être développé? Non, c'est des gens foncièrement méchants. De la méchanceté. C'est de la méchanceté pure et simple, c'est tout. C'est de la méchanceté. Les gens ne veulent pas que les gens évoluent. Sinon, comment pouvez-vous comprendre quand les gens sont dans un secteur d'activité, on vient pratiquer le dumping pour les éjecter du circuit? Des pauvres gens qui se battent au quotidien au port. Vous voyez le sort qui a été réservé aux gens là-bas. Regardez un peu dans l'économie, comment on a tout fait pour monopoliser, pour avoir du monopole si c'est un secteur. C'est un marché libéral. Hein. Oui, mais c'est un marché libéral, mais c'est vrai, sur le papier, mais quand vous rentrez dans les circuits, vous allez voir qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller, il y a des cimes où vous ne pouvez même pas prétendre arriver, parce que tout est bloqué, tout est sous le contrôle d'une personnalité, c'est fini. Bon, on fait tout pour que ce soit elle seule qui puisse prospérer dans cette affaire. Ou soit vous venez, vous faites allégeance, et quand on parle d'allégeance, c'est que vous vous alignez dans tout. Quand je dis tout, il faut voir tout, vision politique, vision économique, et même parfois, on vous dicte le spirituel. Vous comprenez? C'est grave, cette situation. Donc, il faudrait faire un effort pour aller vers un reformatage de nos mentalités, se dire que nous sommes des Togolais. Si le Togolais n'offre pas des opportunités à son compatriote ou bien à son concitoyen, personne ne le fera. Regardez Dangote au Nigeria. Après Dangote, mais on voit des gens aussi qui prospèrent dans tous les secteurs. Et quand vous faites des ramifications, vous voyez que Dangote a d'une manière ou d'une autre favorisé. Lui, il est un industriel. Disons un méga industriel, mais qui contrôle beaucoup de contrôle. Il semble que chez nous ici, des gens sont immensément riches, mais ils ne sont jamais des industriels. Oui, comment ils parviennent à ça? Ça, c'est notre débat, et ça nous renvoie vers la lutte contre la corruption. Et je pense que le chef de l'État a eu à parler de la méthode qui devait être appliquée. Parce que quand on parle d'un fonctionnaire de l'État qui est un milliardaire, alors on se pose beaucoup de questions. Non, effectivement, c'est pourquoi je vous parlais des secteurs qui sont bloqués.
il y a des secteurs qui sont bloqués. Quand vous vous aventurez, vous voyez un monsieur qui est là-bas, on dit que c'est lui. Il faut aller faire allégeance. Et quand vous n'aimez pas être aussi nivelé vers le bas, c'est fini. Vous pouvez beau apporter des capitaux de l'extérieur pour venir investir dans ce pays. Quand vous ne faites pas des courbettes, vous ne faites pas allégeance, vous ne rentrez pas dans le circuit ou bien dans la trajectoire tracée par cette personne, vous n'allez pas évoluer. C'est tout le problème. Regardez les entreprises qui sont obligées de fermer quand on parle des marchés publics. Mais il y a des jeunes entrepreneurs qui se battent, mais ils n'ont jamais le marché. Ils n'ont jamais le marché. Ils font tout, mais ils n'ont jamais le marché. Il y a le génie, il y a le talent, mais on ne leur donne pas le marché. Vous comprenez? Dans ces conditions, comment vous pouvez évoluer? Comment des jeunes peuvent aussi évoluer? Parce que vous savez, quand un entrepreneur naît, vous regardez derrière, c'est beaucoup d'ouvriers que vous voyez. Mais quand on fait tout pour que l'entrepreneur là ne prospère pas, c'est beaucoup de jeunes aussi qu'on sacrifie. On a vu le cas de Constantin. Constantin, que c'est quelqu'un qui a employé plus de 4000 compatriotes. À part l'État, c'est lui le second employeur. Oui, mais aujourd'hui, tout ce beau monde, les maçons, les ouvriers, tout ce qu'on avait, les menuisiers, les ferrailleurs, les conducteurs de tracteurs et autres, là, hein, les jeunes dames qui faisaient la fierté du pays parce qu'elles étaient sur des bulldozers et autres, elles sont devenues quoi aujourd'hui? Il n'y a pas de marché. Ces jeunes dames vont peut-être aller vers l'extérieur, aller vendre leur talent là-bas et construire leur pays là-bas. Donc, il faudrait qu'on procède à un changement de mentalité. Je pense que le chef de l'État doit donner le ton parce qu'il a parlé la dernière fois de donner beaucoup plus de chance aux jeunes entrepreneurs pour aller en matière de marché public, pour les amener vraiment à grandir aussi. Donc il faudrait que ceux qui doivent mettre en place cette politique épousent véritablement la vision du chef de l'État, qu'il n'y ait pas de méchanceté, qu'il n'y ait pas des a priori dans cette façon de promouvoir les jeunes parce qu'on dit tel jeune il est un peu arrogant, il n'est pas de notre ligne, sa vision c'est autre chose, des choses comme ça, des considérations farfelues qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. La classe moyenne. On est là, on est en train de décimer les jeunes comme ça, c'est pas bien. Joël, est-ce que la classe moyenne a une chance d'émerger chez nous, aussi comme on le voit ailleurs? Non, quand mon frère t'a parlé, il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête que je vais rapidement synthétiser. Je crois que quand mon frère parlait de la protection de cette classe, de la protection de l'oligarchie, de ses intérêts, il dit que l'oligarchie protège ses intérêts, moi je voudrais plus affiner. En fait, c'est le nivellement vers le bas. Aujourd'hui, c'est le nivellement parce que quand on t'oblige à sourire, même quand tu n'as pas envie de sourire, quand on t'oblige à dire oui, même quand tu vois qu'il y a de l'erreur, qu'on peut faire mieux, hein? Quand on t'oblige à dire non, on a toujours fonctionné comme ça, que le pays n'a jamais tué le pays, hein? Quand on refuse l'émergence de la compétence, mais ça veut dire quoi? On veut que quand on fait le nivellement vers le bas, ça veut dire qu'on ne veut pas de l'existence d'une classe moyenne. Oui, carrément. Hein? Et ça se résume à une petitesse d'esprit. Et comme mon frère l'a dit, c'est de la méchanceté, ça veut dire que vous devenez dangereux pour la nation. Et quand un jeune prend le pouvoir depuis 13 ans, et lui-même, après s'être retenu, une fois il était obligé de dire depuis 6 ans, hein, après 7 ans de gouvernance, depuis 2012, il a eu le courage de dire non, qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays, mais qui a le plus haut niveau d'influence dans ce pays. Mais quand il le dit, c'est parce qu'il sait que peut-être les 10 ou 15 qui l'entourent, ils sont dans tout ce qu'il y a comme régie financière, les marchés, etc. C'est tout ce qui est comme affaire. Il est censé être au courant de tout ça. Même si les gens sont nombreux, ça y est, tout revient à eux. Tout revient à eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ford aurait réussi à démanteler cette minorité qui n'aurait même pas de problème politique aujourd'hui. Il aurait réussi à démanteler cette minorité. Rien n'est moins sûr. Hein. Non, mais attends. Il aurait réussi à démanteler cette minorité qu'il n'y aurait même pas. Peut-être que les gens vont demander, bon, après 3, 4 ans, après 2, 3 mandats encore, tu vas partir. Mais on n'allait pas le compte. C'est parce que la misère est là. Ceux qui sont dans les rues, sont là dans les rues, pourquoi? Mais on parlait de Constantin Amouzou, il y a de cela, je crois, dans notre parution d'ici, il y a déjà 2-3 semaines, on parlait de quand on utilisait tous les tambours pour parler des résultats de Dream Business. On a eu le courage de le dire que... Vous avez ramé à compte courant. Nous avons ramé à compte courant et on a ramené le cas de Constantin.
Constantin Amouzou. Et Constantin Amouzou, quelle entreprise a eu autant de machines que Seco BTP dans ce pays? Quelle entreprise a exécuté les travaux avec autant de rapidité et autant de solidité que Seco BTP? Quelle entreprise a pu le faire? Juste parce que on est petit, on est grincheux, on est dangereux dans notre petite cervelle. Et le chef de l'État, lui aussi, prête caution, il se laisse doroter. Il se laisse doroter par excuse-moi. Attends, il se laisse doroter. Et par ces pépés-là, hein, qui, imaginez que moi, on était dans un restaurant, je jouais avec un baron qui dit, non, avant que le problème de Amouzou ne commence, il dit non, que mais attends, le gars là, bon, on l'a monté comme un drapeau. C'est comme ça aussi qu'on va le descendre. Et quelques mois après... Il a prédit ça. Il a prédit ça. Et quelques mois après, le problème de Constantin Amouzou ont commencé avec sur le trottoir 4000 jeunes. Il y a un de ces jeunes qui était cadre à Seco BTP qui a eu le courage, on était sur une radio, qui a eu le courage de venir dire non, que les jeunes ne doivent pas aller à l'extérieur, il faut qu'ils croient à leur pays parce que, et moi je leur dis clairement que c'est parce qu'aujourd'hui, toi on t'a fait une petite place, que tu bombes le torse, tu viens raconter n'importe quoi à tes jeunes, que prions que ta place que tu as soit maintenue. Quelques mois après, c'est quoi est parti? Moi, je le vois dans la rue aujourd'hui. Je le vois dans la rue aujourd'hui. Quelqu'un qui était en 4x4, je le vois aujourd'hui dans la rue, il tripe. Mais vous voyez, ça veut dire que rien n'est solide dans ce pays. Et toutes les fonctions que tu as eues accrochées à la politique, hein, elle ne saurait, cette réussite ne saurait être pérenne. Mais la preuve, c'est que, la preuve, c'est que ceux-là qui sont enrichis par la politique, ils n'ont aucun sens de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle ils ont intérêt à ce que le régime perdure parce que les bons de carburant, ils les prennent facile. Ils n'ont jamais payé le carburant dans les stations d'essence. Ils n'ont jamais payé. Non, quand on a les bons de carburant, il faut quand même aller dans les stations d'essence pour avoir le carburant. Non, mais quand je dis, ils n'ont jamais sorti l'argent de l'argent. Ouais, ils n'ont jamais sorti le CFA de leur poche. Et ils n'ont jamais payé la facture d'électricité. Donc, c'est des gens qui ont constamment peur que si jamais il y a alternance, mais on aura des problèmes. Et donc, ils raclent la face des millions qu'ils ont dans leur coffre pour jeter à ces jeunes qui aussi acceptent de jouer le petit esprit, de jouer le sale boulot et de venir sur les réseaux sociaux, de venir sur les médias dire non, il faut la paix, il faut... non, excuse-moi. Mais bien sûr, il faut la paix dans le pays. Non, pas la paix, c'est important, la paix. C'est toi qui l'a dit, c'est quoi qu'il a dit. Oui, c'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un comportement. C'est un ensemble de conditions qu'il faut mettre en place. Mais il faut la tolérance, il faut qu'on organise les élections, etc. Mais ces jeunes, combien on leur donne? Merci beaucoup, Joël. On va revenir sur la question politique tout à l'heure parce que vous nous orientez vers la politique. Il y a quelques messages des auditeurs sur le sujet. Il y a un qui veut répondre à notre question. Il dit la classe moyenne peut émerger, mais pas avec ce pouvoir parce que le chef de l'État qui a parlé de la minorité ne fait qu'enrichir la même minorité. C'est ce qu'il nous dit. Un autre auditeur qui dit j'ai commencé un chantier et des individus font des enquêtes sur moi. Et un ami m'a appelé pour faire attention. Alors pour Seco, c'est autre chose. Il a tellement pratiqué le médinfrérisme. Pour qu'une classe moyenne voie le jour, il faut que ce régime quitte le pouvoir, conclut donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit j'ai 50 ans. Et depuis que je suis né, le gouvernement n'a jamais fait le bilan du budget voté à son peuple comme se fait dans d'autres pays. Ça aussi, c'est une remarque qui revient souvent. Alors, un autre auditeur qui dit que les commentaires de M. Acha, en l'écoutant, je comprends bien que le chemin est encore très très long pour nous, les jeunes. Courage à lui. J'aime ces analyses. Voilà, vous avez un fan. Un auditeur qui nous dit... On ne revient pas pour recommencer, mais on réajuste ou on accompagne un résultat qui était déjà obtenu pour l'améliorer. C'est ce qu'il nous dit, d'accord, on a compris. Un autre qui dit, quand vous êtes au pouvoir et vous avez un boulevard devant nos limites de mandat, vous, c'est difficile de réussir. Par contre, quand on sait qu'on a une durée limitée au pouvoir de 5 ou 10 ans, on est efficace. L'échec de Faure Gnassingbé émane du fait qu'il ne songe pas à quitter le pouvoir, nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit le paradoxe dans mon pays est que quand dans les pays développés, ceux qui sont des hommes d'affaires et des lobbies qui contrôlent les politiques
ce sont les hommes d'affaires et les lobbies qui contrôlent les politiques. Au Togo, ce sont les politiques qui contrôlent les hommes d'affaires. Un pays qui a la tête à l'envers, conclut donc l'auditeur. Un autre qui nous dit au Togo, joueurs, humoristes, certains journalistes, les pasteurs, les imams, les artistes, tous sont au bord du régime. Bientôt Dieu va intervenir pour tout dire. Et puis cette réaction avant de passer à la politique, dans un pays où c'est quelques personnes qui détiennent tout et qui tiennent le marché, comment voulez-vous que la classe moyenne émerge? Il nous faut détruire la mainmise de cette minorité sur le pays et installer un système vivable pour tous, nous dit donc l'auditeur. Voilà, il y a bien d'autres messages, on pourra y revenir dans le courant du magazine, comme cet auditeur qui nous dit ce budget les serviront donc à devenir encore des milliardaires. Bon, je ne vois pas comment ça serait possible, mais on va parler maintenant politique. Politique avec tout ce qu'on observe depuis quelques jours. On va commencer par l'annonce des manifestations de la coalition de l'opposition le 29, c'est-à-dire jeudi prochain, samedi, lundi et mardi. Est-ce que c'est pas trop risqué quand on écoute les discours au niveau des gouvernants, notamment le ministre de la Sécurité? J'avais posé la question aux auditeurs le matin. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Acha. Je pense que j'ai eu à dire sur ce même plateau qu'à l'allure où vont les choses, le calme que nous avons est un calme apparent et qui peut présager, en tout cas d'un lendemain assez agité. Et si on ne fait pas un effort nécessaire pour prendre de la hauteur, nous risquons effectivement des situations assez dangereuses. Je l'ai dit sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Et vous voyez la peine que j'ai à pouvoir dérouler ma pensée, parce que sincèrement, j'ai bien peur pour ce pays. J'ai bien peur pour ce pays parce que il y a des situations que nous pouvons faire un effort pour arrêter, mais j'ai l'impression que certains individus ne veulent pas œuvrer dans le sens de la normalisation de la situation de notre pays. Certains individus ne veulent pas amener les Togolais à taire leur rancœur et à faire un effort nécessaire pour se lever et aller vers le vivre ensemble. Joël dira que nous parlons du vivre ensemble tout le temps. Nous parlons de la paix et que de la tolérance. De la tolérance et que à proprement parler, rien ne bouge dans le pays. Non, moi je pense qu'il faut avoir plutôt espoir. Il faut avoir espoir en ce sens que nous, la génération, je disais qu'il y a un vent de veille de conscience qui souffle en Afrique et vous allez voir que les jeunes de chaque pays font un effort nécessaire pour ne pas se faire manipuler par les politiques. Chacun fait un effort nécessaire pour voir ce qui est bien pour son pays, ce qu'il peut faire pour que le pays se porte mieux et ce qu'il peut saisir comme opportunité dans la gestion du pays pour asseoir des mécanismes qui puissent profiter à l'ensemble. Je pense que c'est à cela que nous devons aller et comprendre aussi que les politiciens, ils ont leur agenda. Parfois, c'est des agendas cachés. On peut nous brandir certains éléments qui rencontrent notre assentiment, mais au fait, quand vous analysez et vous faites un recul, vous vous rendez compte que c'est un prétexte qu'on prend pour vraiment vous conduire vers la réalisation de leur tremplin, de leur évolution normale, de leur peut-être tout ce qu'ils visent comme prospérité et privilège au plan politique. En disant ceci, c'est pour en même temps aller sur le terrain des manifestations à venir pour dire que nous voulons le développement dans notre pays, nous voulons l'alternance dans notre pays, nous voulons que le Togo se porte mieux sur le plan démocratique, nous voulons que le Togo soit un État de droit.
Et la tendance actuelle, c'est vers ça. C'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est le respect des droits de l'homme et tout ça là. Mais pour y parvenir, il y a quand même un chemin à faire et il y a aussi une trajectoire à emprunter. Quand je parle de trajectoire, ce n'est pas la violence qui va amener vers la démocratie, ce n'est pas la violence qui va amener vers l'alternance, mais c'est une autre façon de faire les choses qui peut véritablement amener vers l'alternance. On a annoncé les marches, c'est un droit constitutionnel, c'est reconnu par notre constitution. La marche, c'est la manifestation de mécontentement. Quand vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont le pays est géré, vous pouvez l'exprimer, mais pacifiquement. Vous devez l'exprimer, mais vous venez de lâcher le mot, mais pacifiquement. Donc je demande à ce que tous les appels que nous entendons depuis la semaine passée, même cette semaine, qui font l'apologie de la violence, de faire un effort pour s'écarter de ce chemin, parce que nous avons vu... Mais en même temps, personne n'a parlé, on a fait l'apologie de la violence. Mais quand on parle du déluge, mais quand on déverse des millions de Togolais dans la rue, c'est un déluge total. Non, vous êtes quelqu'un et vous comprenez bien ce qu'on appelle le déluge. Dans la Bible, quand on parle du déluge, c'est la catastrophe. Le déluge, c'est la catastrophe. Donc faisons un effort pour ne pas aller... Qu'on n'en arrive pas là. Voilà. Joël, les gars, finalement, il faut craindre ces 4 jours de manifestation de C14. Est-ce qu'il faut craindre? Moi, je dis, il n'y a pas de crainte. Quand tu disais tantôt, comme beaucoup le disent, je crains pour ce pays. Non. C'est-à-dire que c'est quand on veut... C'est un discours emprunt. Non, vous ne craignez rien, tout va bien, non, mais il n'y a pas le feu. Mon frère, quoi qu'il arrive, ça ne peut déboucher que sur des jours meilleurs. Comment ça? Pour le vivre ensemble. Ça ne peut déboucher que sur des jours meilleurs pour le partage. Je suis un partisan inconditionnel du partage. La raison pour laquelle tu vas par exemple dans notre corporation, moi j'ai des problèmes parce que moi je ne suis pas de la logique. Tu n'es pas le seul. Oui, c'est vrai. Bon, moi je suis d'accord avec lui pour ça, quoi qu'il soit dans le bureau du CONAP, pour moi on est d'accord sur ça. Et je suis un partisan inconditionnel du partage du sourire. Hein? Je suis un partisan inconditionnel du partage du sourire. Le sourire, ça se partage. Et donc tous ceux qui... La sympathie. Tous ceux qui pensent le contraire, moi je ne peux que les avoir... je ne peux que les avoir en face, pas avec moi. Je ne peux que les avoir en face. Donc moi je dis, quand on dit on a peur, etc., mais il faut quand même qu'on réclame. La réclamation, ça fait partie de notre culture. Pourquoi on a peur de la réclamation? Pourquoi on a peur que les gens marchent? Pourquoi on a peur que les gens crient leur ras-le-bol? C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on réintègre notre culture. Mais quand tu commences par réclamer, quand tu commences à critiquer un peu, ça met mal à l'aise. On trouve anormal que tu critiques, on trouve anormal que tu fasses des observations. Mais pourquoi? Quand on veut évoluer, la critique est source de progrès. C'est ce qui est dit souvent. Oui, c'est pas ce qui est dit. La critique est une source de progrès, même si on te critique à tort. La contradiction. C'est ça, la contradiction est source de progrès. Oui, pour le on a vu quand Togocel était en monopole ici, depuis que Mouvé est arrivé. Vous avez vu? C'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de qui? Quand on avait une seule banque, on avait que les banques étatiques. Depuis que les banques privées sont arrivées, mais c'est le débauchage ici et là, les salaires commençaient à augmenter, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on critique? Moi, je dis, les 4 jours ne vont ouvrir que la porte du bonheur pour le Togo, quel que soit là par où on passera. Les 4 jours... la question de la violence, on ne va pas l'inviter dans ce débat. Non, mais qui évite la violence, justement? Pourquoi est-ce que quand on trouve que quand on veut critiquer, mais quand le général Yak dit, il met en garde, etc. Mais le général Yak est investi de la force publique. Oui. Il n'est pas investi de la force privée. Non, c'est la force publique. Justement, si il doit faire régner l'ordre public. Justement, non, attends. La force publique qu'il investit, c'est cette force-là, ce sont ce même peuple-là qui dit non. Il y a un pas de ce peuple qui dit je ne suis pas d'accord. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de les sécuriser, pas de les mater. Il faut qu'on élève le raisonnement. L'obligation qu'il a, c'est de les sécuriser, même s'ils sont 2 millions, il demande qu'on lui donne les moyens de les sécuriser au maximum. Vous avez vu sur les Champs-Élysées? Ah, avec les gilets jaunes. Oui, avec les gilets jaunes. Est-ce que vous avez vu, on a gazé quelqu'un, on a tiré sur quelqu'un? Mais bon, on a arrêté quelques-uns. Oui, on a arrêté tous. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous utilisez l'argent du contribuable, mais il faut qu'on sorte de cette conception de cette logique de Léviathan où je dis non,
quand j'ai un peu la force, donc comme certains le disaient hier quand ils étaient dans la grâce du pouvoir, ces ministres qui disaient ça hier, aujourd'hui ils sont en disgrâce, ils disaient je vais t'enfermer, mais il faut qu'on sorte de ce discours primaire. Il faut qu'on élève le raisonnement. Bien. Il faut qu'on s'élève. Donc moi je dis, les 4 jours ne peuvent que déboucher sur du bonheur, quoi qu'il arrive, parce que c'est la fin d'une époque. Le débat encore aujourd'hui, c'est les élections législatives. Alors, la Cour constitutionnelle a rendu public le nom des candidats. On s'est rendu compte qu'ils sont nombreux finalement, hein, au-delà des partis politiques. Il y a 27 listes indépendantes, et naturellement, en tout cas pas pour l'instant, et peut-être jamais, en tout cas dans les conditions actuelles, la C14 n'ira pas à ces élections-là. Est-ce que il faut en rire ou en pleurer aujourd'hui? Acha. Si vous permettez, avant de revenir à votre question, je voulais dire que les manifestations annoncées sont autorisées par le gouvernement. Et il y a l'itinéraire qui a été défini par rapport à ce qu'eux-mêmes ils considèrent au ministère de l'administration territoriale comme étant des conditions acceptables pour que la manifestation ne débouche pas sur des actes de violence et autres. Donc il y a un itinéraire qui a été défini. Je pense que dans le communiqué, en lisant même le communiqué de la C14, c'est bien défini et la manifestation va se tenir. Sauf que le général Yark demande à ce que ça se fait comme annoncé de façon pacifique, qu'il n'y a pas de débordement et que certains ne soient pas tentés à faire autre chose et à menacer l'ordre public. Vous ouvrez une brèche, excusez-moi, mais depuis que cette histoire de marche a commencé ou a repris et qu'on a jugé bon de déployer les forces de sécurité dans plusieurs quartiers, bloquer certaines artères de la ville de Lomé, on a le sentiment qu'on refuse à certains compatriotes d'autres quartiers de quitter leur quartier, de rejoindre le quartier B. Et alors finalement dans l'opinion on ne comprend plus. Il y a un jeune qui a témoigné dans le journal La Manchette cette semaine, la semaine passée, qui relevait ça. Vous quittez à Goé, Zongo, il y a des barrages au niveau de l'échangeur, on vous bloque, on vous dit, qui vous a dit que vous avez le droit de manifester? C'est ceux de B. C'est à eux qu'on a autorisé de marcher. Alors, dans ces conditions... Qui sont ceux qui tiennent ces discours? Non, c'est les forces de l'ordre. Alors, je pense que c'est l'occasion de demander à M. Yark, au général Yark, de sensibiliser davantage ces éléments qui sont postés. Non, il va les autoriser à faire. Après, vous direz qu'ils ne savent pas qu'ils ont fait. C'est ça. C'est ça. Le raisonnement est laissé carrément à terre. Disons seulement que il est bien qu'un plaidoyer soit fait au niveau pour empêcher les gens du ministre d'aller à la marche, ou bien c'est d'assurer la sécurité. C'est d'assurer la sécurité, à mon entendement. C'est d'assurer la sécurité. Donc, il y a un travail qui doit être fait. De toute la façon, l'organisation d'une marche, vous savez que c'est un travail de communication. Et quand les organisateurs vont rencontrer les autorités compétentes, il y aura beaucoup de choses qui seront discutées et ils verront éventuellement l'option à prendre pour que les choses se passent normalement. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure à Acha Ibrahim. Nous allons observer notre deuxième pause. Dernière partie de Taxi Presse avec Joël Ega de Journal Fraternité, Acha Ibrahim de Journal Temps Nouveau. Mais avant, on va prendre la nouvelle de la rédaction de Taxi FM. Bonjour Amen Assignon. Bonjour Irrigator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal? Réparation, le Ashkroun lance la deuxième étape de la mise en œuvre d'une volée indemnisation des victimes. En tout, 5 milliards de francs CFA sont alloués pour cette opération. Responsabilité professionnelle en période électorale. La HAC rappelle les fondamentaux du métier aux journalistes. Jolonizo nous en dira davantage. Taxi Midi. La foire internationale de Lomé est à son 5e jour ce mardi. Hier, les startups togolaises étaient à l'honneur, c'est ce que nous dira Bill Alcon.
Et puis le sport nous emmènera hors des frontières nationales. Koroki du Togo entre en liste ce mardi pour la Ligue africaine des champions face à Jaraf du Sénégal. Nous ferons la reconnaissance de terrain avec Hugues Tipo depuis. Nous avons de retrouver Tony, mais avant, on retrouvera ce midi à Accra pour les demi-finales de la CAN féminine de foot, toujours ce mardi. Tout cela, c'est à développer à 12h45 avec vous, Amen Assignon. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Retour en studio donc avec mes confrères, me préciser que vous pouvez continuer par nous envoyer vos messages WhatsApp sur le 90 71 49 62 et puis à 12h20, c'est-à-dire dans 25 minutes exactement, nous vous donnerons la parole. Non, dans 20 minutes précisément. Voilà, 20 minutes, excusez-moi. Nous vous donnerons la parole sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous parlons politique. Joël, les gars, aujourd'hui, non, pas vous d'abord, c'est Acha, parce que c'est lui qui avait la parole. Les élections au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle, on est prêt, on y va. Le 20 décembre, ça va tenir. Parmi les candidats, la C14 ne se figure pas là-dedans. Est-ce qu'il faut en pleurer ou en rire? Non, c'est une situation préoccupante parce que quand vous prenez la crise togolaise, les deux protagonistes sont connus. C'est la C14, c'est le parti au pouvoir, et ces deux entités politiques ne s'entendent pas jusqu'alors sur certains sujets qui cristallisent l'actualité politique dans notre pays. Quand il y a la question des réformes qui devaient être conduites. Ces réformes devaient à terme permettre à ce que le pays sorte un peu des antagonismes politiques, parce que ce sont ces réformes qui font que jusqu'alors les acteurs politiques n'arrivent pas à accorder leur violon. Ce sont ces réformes qui sont perçues au niveau des populations et des bases militantes au sein des formations politiques. Ce sont ces réformes qui sont considérées comme le déclic qui puisse amener vers l'amélioration des conditions de vie des populations et qui puisse aussi donner des ouvertures et des perspectives à notre pays. Et donc jusque-là, si ce n'est pas fait, dans l'opinion, l'impression que cela donne est que la résolution de la crise togolaise n'est pas pour demain. Et donc cette élection ne peut pas régler le problème togolais. Donc pour le moment, ce n'est pas ça la priorité. S'il faut vraiment aller parler en termes de priorité dans la résolution de la crise togolaise. Donc, et ce qui est aussi très grave, c'est que la C14 ne participe pas à ces élections. On se demande à terme l'Assemblée nationale qui sera issue, je vais parler de la représentation nationale qui sera issue de ces élections. Est-ce que cela va refléter, à proprement parler, les forces en présence, les forces politiques en présence dans le pays? En tout cas, voilà la question. Il y a l'Union des forces de changement qui va à ces élections. Et l'UFC table même sur 65 députés à l'Assemblée nationale prochainement. Il y a le MPDD, il y a le NET, Clé, CPP, MRC, d'Abbas Kabwa également, et puis on le disait, 27 listes indépendantes, et parmi ces indépendants, on voit qu'il y a quand même certains aigris qui, quand même, pour n'avoir pas été choisis, ont constitué une liste électorale. Avant de la parole à Joël, oui. Oui, vous avez cité certains partis politiques qui participent à ces élections. Bon, mais ils diront que
c'est une opportunité qui leur est offerte pour avoir aussi des députés, parce qu'un parti politique qui n'a pas aussi de députés, vous comprenez, c'est comme si cette formation politique n'a pas d'assises au plan national. Mais ce qu'il faut faire remarquer dans cette situation est que il y a certains partis politiques qui sont de véritables vendeurs de sigles, qui sont là pour accompagner. Pour accompagner. C'est connu, c'est un secret de polichinelle. Quand vous prenez la formation politique, il n'y a aucune consistance dedans. C'est juste accompagner et saisir les opportunités de financement ou bien les opportunités de caution. Mais la politique togolaise, telle que nous la concevons, même jusqu'à l'extérieur, tout le monde sait qu'il y a deux classes qui s'affrontent. Le camp au pouvoir et l'opposition incarnée par la coalition des 14 partis politiques. Quand il y a élection au Togo et que la coalition des 14 partis politiques ne prend pas part à ces élections, il faut savoir que cette compétition n'est pas à la hauteur des attentes et c'est une compétition, je dirais, en deçà de ce qui doit véritablement être comme compétition politique dans un pays. Joël, les gars. Les réformes ne sont pas encore traduites dans les faits. Les élections sont à nos portes. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Oui, Eric, nous avions... je crois que nous avons été constants. Dieu merci. Et parce que quand tu prends le chemin de la vérité, c'est l'Éternel même qui t'éclaire. Et nous disons merci que tout ce que nous avons, toutes les analyses que nous avons faites, les postures que nous avons pris, les angles que nous avons développés, nous amènent aujourd'hui, enfin nous donnent aujourd'hui raison dans la situation dans laquelle on se trouve. Parce que tu as bien posé la question. Tu as demandé, on va à ces élections sans les réformes. Est-ce que c'est sérieux? Nous avons eu à mettre l'accent sur le volet inclusivité, qui malgré la complaisance du G5, malgré tous les millions qui ont circulé pour huiler les fonctionnaires de la CEDEAO, etc. Bon, c'est tout ce raconte, mais personne ne nous a jamais présenté la preuve. Hein. Mon frère. Vous êtes d'accord avec nous? On l'affirme parce qu'il y a des éléments tangibles. On ne peut pas comprendre que, malgré ce qui a été discuté à Conakry, le communiqué qui est sorti est carrément aux antipodes de ce dont on a parlé. Et donc, malgré les millions du contribuable qu'on a pris pour huiler des fonctionnaires, le paramètre inclusivité de ces élections, c'est ça qui permet d'évaluer les autres paramètres de crédibilité, de transparence, etc. Hein? C'est ça qui permet de mesurer. Et quand on parle de l'inclusivité, ça commence par la CENI, qui doit être paritaire. Mais quand on a tourné autour, on a tout fait pour contourner cela, pour se mettre le cap sur le 20 décembre. Celui-là qui a donné le 20 décembre, ce qui lui permettra de mesurer la qualité de ces élections du 20 décembre, il va voir comment ces élections ont été organisées. Ce qui amène aujourd'hui à se demander si ces élections se tiendront. Parce que, est-ce que ces élections se tiendront quand aujourd'hui le Togo est en train presque de tutoyer, de se moquer de la CEDEAO en refusant de voter les réformes que l'expert constitutionnaliste a soumis et qui est extemplié de la CEDEAO. La CEDEAO dit bien dans le communiqué du 18 novembre que le document, le travail fini, reflète les thèmes de référence qu'ils lui ont donnés et que cela répond aux normes dans la sous-région. Et quand on dit ça répond aux normes dans la sous-région, ça veut dire que ça s'inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Et c'est ça que le Togo avait refusé de signer à Accra. Et en 2000, enfin, il y a de cela 2-3 ans. Oui, et vous voyez, dans les relations internationales, chaque acte que tu poses, on le note. On ne va pas par la brutalité, mais on sait très bien qu'on ne finira pas t'avoir. Aujourd'hui, quand vous refusez de voter le texte que la CEDEAO vous donne clairement la consigne de voter, vous refusez de le faire, vous croyez que la CEDEAO va se taire pour que les élections là se tiennent le 20 décembre? Mais pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas jusqu'à ce moment? Non, mais moi je te dis... Parce que c'est l'autre interrogation dans l'opinion aussi. Imminemment, ces élections seront reportées. Ces élections seront reportées parce que n'importe qui viendra dire, ok, on dit qu'on a organisé les élections au Togo, comment ça a été organisé? On était parti d'une crise.
Bon, est-ce que tous les acteurs de la crise ont participé? Non. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a eu à faire, tous les millions qu'on a essayé jusque-là, en fait, ça s'est retourné contre nous. Ça s'est retourné contre parce que ça n'a servi à rien. C'est la CEDEAO qui viendra ravaler le communiqué du 9 novembre, c'est ça? Oui, de Conakry. Le communiqué de Conakry pour dire non, vu les conditions, etc. On demande aux acteurs, on demande la suspension du processus, etc. Vous allez voir dans les jours à venir. Ces élections seront reportées juste parce que ces élections n'ont pas respecté les normes et on a joué à l'autruche. Et comme dit cet auditeur, il faut craindre le pire parce que l'homme en politique est toujours imprévisible. Les discours vont en guerre ne peuvent conduire qu'au chaos, nous dit l'auditeur. Mais aujourd'hui, une seule personne a la solution dans ses mains. Le chef de l'État, son Excellence Faure, et il cite un auteur, je pense que le nom est en russe, c'est un peu difficile à prononcer l'antenne, s'il n'y a pas d'exercice derrière. Il disait, le bien commun dépend de l'impulsion d'une seule personne. Voilà, c'est ce que dit donc l'auditeur. Un autre auditeur nous dit, Monsieur le journaliste, je vous prie en tant que journaliste d'aller à l'échangeur d'Agoué et devant le terrain d'Agoué les jours de marche pour voir le dispositif policier ou militaire pour empêcher la population d'aller à la marche, nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, alors on va demander à nos auditeurs s'ils veulent nous envoyer des messages, de ne pas nous envoyer des SMS, c'est-à-dire des messages avec des lettres. Alors on est dans l'instantané, écrivez convenablement et littéralement donc le message, ça nous permettra de le lire sans qu'on ne bute sur les mots. Alors, cet auditeur qui nous dit « La manifestation est aujourd'hui la seule arme efficace que possède l'opposition et quel que soit l'itinéraire, cela va bouger les lignes. Et franchement, que le ministre Yarka arrête ces viles menaces puisque sans cette armée, il n'est rien que simple citoyen », nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit « Nous sommes fatigués de ce régime qui a fait trop de mal. Je profite pour dire à tous ces partis qui vont à ces élections que ces élections n'auront pas lieu. Nous voulons les réformes d'abord. » J'ai écouté le secrétaire du NET qui dit qu'ils veulent les réformes et ils vont aux élections. C'est une contradiction entre partis qui veulent trahir donc le peuple. Donc nous dit l'auditeur. La question des réformes politiques, pourquoi est-ce que ça traîne toujours à votre avis, Acha Ibrahim? C'est-à-dire que les réformes devaient être opérées de façon consensuelle. Donc il y a des difficultés à réaliser ce consensus autour de ces réformes et ça fait que c'est toujours reporté au calendrier grec. À chaque fois qu'il y a des initiatives pour aller vers ces réformes, il y a toujours de ces accrochages, de ces mésententes et incompréhensions et au finish, le projet est souvent avorté. Mais cette fois-ci, je pense que la CEDEAO a compris le jeu et a demandé à ce qu'un expert puisse se pencher sur ce problème. L'expert a pondu un test, c'est le test qui fait débat actuellement. Du moment où la CEDEAO demande à ce que ce test soit soumis à l'appréciation des députés dans notre pays, je pense que il revient aux deux camps surtout, au groupe parlementaire de l'opposition et au groupe parlementaire du parti au pouvoir de s'entendre, de chercher des passerelles pour accorder leur violence sur tous les points qui peuvent peut-être les diviser. Nous disons ceci parce que le test ne doit pas être dirigé contre une personne, le test ne doit pas aussi faire la part belle à une personne. Donc ça doit être un test impersonnel parce que tout ce que nous faisons c'est pour l'avenir et on ne peut pas se permettre que un test constitutionnel soit vicié et un test constitutionnel contienne des dispositions qui demain peuvent nous diviser encore davantage. Donc il faudrait faire ça de façon impersonnelle. Je pense que c'est ce que la CEDEAO a demandé. Et là, s'il y a un débat qui mérite d'être mené. Je pense que c'est le débat de l'avenir politique de M. Faure Gnassingbé. Il faut faire un effort. Poser le débat là aujourd'hui? Non, pas poser le débat, mais il faut dissocier ce débat des réformes constitutionnelles.
parce que nous faisons un travail, il faut dire que un travail d'amalgame. Et ça fait qu'il y a toujours des incompréhensions. Donc, les réformes constitutionnelles sont rattachées à l'avenir politique de M. Faure. En même temps, aujourd'hui, ça ne devait pas. Aujourd'hui, il y a quand même un essai qui a proposé un test. Visiblement, le test répond aux normes de la sous-région. C'est ce que la CEDEAO a dit. Ça veut dire qu'on a dissocié le problème des réformes du problème de Faure-Gnassingbé. Bien évidemment, on a dissocié l'avenir politique de Faure-Gnassingbé des réformes. Donc, faisons les réformes. Et lorsqu'il s'agira de parler de l'avenir politique de M. Faure-Gnassingbé, il y a les juges de la Cour constitutionnelle qui vont se prononcer, ou les acteurs politiques eux-mêmes peuvent aller dans un dialogue politique et décider de ce qu'il y a lieu de faire. Il ne faudrait pas que l'avenir politique d'un individu ou bien le parcours d'un individu bloque toute une nation. Donc c'est pourquoi j'ai toujours souhaité et j'ai toujours tenu ce langage qu'on dissocie le débat de la question de l'avenir politique de M. Faure-Gnassingbé, qu'on dissocie cela des réformes constitutionnelles à opérer dans notre pays. Le Togo doit évoluer. Nous devons tout faire pour ne pas nous singulariser dans la sous-région. Parce que quand vous lisez même l'argumentaire déployé par les sphères constitutionnelles, il a reconnu que dans la sous-région, il n'y a que le Togo et la Gambie qui étaient à la traîne en matière de limitation de mandat, en matière de réformes qui répondent aux standards démocratiques et dans la liberté, ces réformes-là qui ont, disons, qui sont régulièrement reconnus dans l'espace CEDEAO. Donc quand c'est comme ça, on se singularise et je pense que ça ne fait pas honneur au pays. Il faut faire un effort pour aller de l'avant, il faut faire un effort pour repositionner le pays et faire que le Togo soit une destination privilégiée et que à terme cela puisse contribuer au développement du pays. Parce que quand le pays présente des signaux de démocratie, de stabilité et de pays de liberté, ça attire les investisseurs et ça crée un certain dynamisme qui puisse amener vers la prospérité, vers, disons, le progrès. Oui, c'est vrai que la conférence des évêques du Togo est aussi revenue sur ce sujet ces derniers jours, où elle appelait carrément le gouvernement à faire l'option des réformes politiques. On ne pourra pas aller aux élections si on ne fait pas les réformes politiques. Pourquoi ce message a du mal à être entendu véritablement? Parce que ça fait quand même presque une semaine que les évêques sont sortis, et jusqu'à ce matin, rien ne bouge véritablement. Non, mais qui te dit... Bon, peut-être rien ne bouge de façon macro, mais... Oui, bien sûr, mais visiblement, on ne voit pas. Oui, mais dans les couloirs, les choses commencent à bouger, sinon on serait allé rapidement au Parlement voter cela, et ça veut dire que il y a toujours les esprits grincheux qui font la loi, il y a toujours la logique du muscle qui fait la loi. Or, mais quand vous voyez dans l'écosystème politique aujourd'hui, c'est fini. C'est fini la logique de la gouvernance par la force, par la brutalité, etc. Mais vous avez vu Nkurunziza a osé le faire parce que les Occidentaux, ils ont déployé sur plusieurs fronts. Et à un moment donné, mais c'est lui-même qui, après les canaux qui le sont parvenus, il a dit non, je ne vais plus postuler. Sinon, il allait se dire non, la logique de la force va toujours régner, il va toujours se présenter, etc. Mais vous voyez, même les États-Unis, comment ils gouvernent le monde aujourd'hui? Hier, c'était des fronts ici et là, mais depuis au moment même, c'est souvent les républicains qui sont des en guerre. Le républicain, là, il dit non, je maintiens au moins cette décision d'Obama en retirant les forces américaines des fronts extérieurs, etc. Mais on ne gouverne plus comme cela. C'est révolu, ça. Quand tu raisonnes comme ça, dis-toi que non, tu es en retard. C'est comme tu es dans les années 80 pendant qu'on parle aujourd'hui des ordinateurs. Tu es à l'époque de la mécano, on parle aujourd'hui des ordinateurs. Tu n'es plus en phase. C'est-à-dire que il faut reconnaître que tu n'es plus en phase. Bon, maintenant, quand on analyse bien... 45 secondes. Oui, j'avais dit, dans les couloirs, les choses tournent parce que quand vous voyez l'homélie, non, même pas l'homélie. Le message. Oui, au-delà du message, les prêtres ont dit indirectement et que le clergé donne pouvoir maintenant au père, enfin au révérend père, d'éveiller à travers les homélies
Hein? Oui, mais on l'a observé dimanche dernier au coup de Christ Roi, où un prêtre a commencé par parler de l'alternance. Oui, il a commencé à parler de l'alternance, mais quand tu viens chez moi sur la paroisse Saint-Cristo, le prêtre l'a clairement dit que si un dirigeant est contre l'alternance, mais que le feu de l'Esprit Saint lui tombe dessus. Ah oui, il a dit ça. Mais attends. Ah, mais dis donc. Non, mais attends. Le feu de l'Esprit Saint. Quand vous voyez à la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiébé, le père Yohannes Adjabli, il n'est pas allé par quatre chemins pour dire non, mais pourquoi est-ce que quand on critique, ça dérange? Pourquoi quand on dit la vérité, ça dérange? Mais quand on parle de la parole du prix, tout le monde fait le truc là, ils sont nombreux même au premier loge dans les églises, mais quand on dit quelque chose qui ne les arrange pas, ça les dérange. Pourquoi? Merci bon, maintenant, excuse-moi. Je veux maintenant donner la parole aux auditeurs. Oui, mais une seconde. Je vais faire une petite analyse, mais on disait déjà la semaine dernière que le pouvoir est dans un nouveau traquenard. Parce que le traquenard n'a jamais changé. La CEDEAO sait très bien que là où ils vont finir par avoir ce pouvoir, c'est au niveau des réformes. Ils savaient. Quand on faisait le malin en mettant devant la question des législatives, la C14 n'a jamais demandé les législatives. La C14 n'a jamais demandé des législatives. On a dit faites des réformes pour qu'on ait des élections crédibles. Mais on a tourné en rond. Maintenant, la feuille des années est revenue sur la table. Est-ce qu'ils vont éviter les passions qu'on fait les réformes c'est la constitution qui va virer les élections. Oui, c'est inclus dans les réformes. Merci donc, beaucoup, en fait, c'est un qui était là depuis, mais bon. On va maintenant prendre nos auditeurs, le 93, 96, 99, 99, ou le 99, 20, 09, 59 est à votre disposition. D'abord, ce message de cet auditeur, il va falloir qu'on soit conséquent envers nous-mêmes et notre pays. Ceux qui dirigent notre chère nation sont toujours dans la logique de destruction du bien commun pour leur intérêt personnel. Pourquoi ne pas réaliser les réformes et organiser une élection propre et inclusive? Se demande cet auditeur. Il y a un autre téléphone, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Claude. Monsieur Claude. Oui. Vous allez bien? Je vais bien, Très bien, nous vous écoutons. Concernant la coalition, oui, les 14 partis de la coalition, je pense que ce monsieur Sanchez Favre est resté toujours dans sa logique de la tête vide. Nous rappelons bien dans ce pays, quand il était secrétaire de l'UFC, c'était leur politique. La tête vide. Puis, aujourd'hui, il décide, avec sa coalition, de ne pas participer aux élections, comme on dit, à son regard. Les gens, j'ai compris comme, il y a des journalistes là-bas qui parlent comme s'ils sont dans les instants de la CEDEAO, que la CEDEAO va reporter les élections, quoi que ce soit. Non. Laissons le temps au temps, et on verra la date du 20. Ce que ça va donner. Merci beaucoup, Claude. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Il y a cet auditeur qui nous dit, pour mettre un terme à tout ce qui se passe, c'est le peuple, c'est-à-dire nous, qui devons prendre notre destin en main en choisissant d'aller voter ou pas. Si les conditions de vie dans lesquelles nous sommes nous plaisent, alors allons voter, sinon abstenons-nous. Ne soyons pas aussi bêtes en écoutant les politiques, nous dit donc l'auditeur un petit peu sévère. Allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour. Bon, c'est pour vous assister un peu. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Teko. Nous vous écoutons, monsieur Teko. Bon, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est Formel qui est parti chercher la CEDEAO pour venir régler un problème. Et on lui donne la feuille de route. Il ne la respecte pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut que les gens fassent? C'est une question. Aller aux élections. Est-ce que c'est seulement l'élection qui est inscrite sur la feuille de route? Et quand ils disent que bon, la souveraineté du Togo, ce n'est pas la CEDEAO qui a dit les faits, et ils courent là-dessus. Et les autres. Donc quand ça ne les arrange pas, c'est la souveraineté. Et quand ils voient que bon, ils peuvent surfer sur ça, et ils montent là-dessus. Non, c'est un peu triste. D'accord. C'est un peu triste. Merci pour beaucoup. Un dirigeant, un chef d'État, avec tous ses collaborateurs, ses conseillers, agir comme ça, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dira de nous? C'est un peu triste. Merci beaucoup, monsieur Teko. Merci de nous avoir appelés. On a compris le fond de votre pensée. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur.
Sauf que ça siffle autour de vous. Alors, vous avez deux options. Soit vous éteignez votre poste récepteur, ou vous vous en éloignez carrément. Alors? Oui, bonjour. Ouais, je disais que... Oui, quel est votre nom d'abord? C'est Monsieur Kao. Monsieur Kao. Ouais. Nous vous écoutons maintenant. Alors, en Afrique, plus précisément au Togo, les milliardaires sont dans la mouvance présidentielle. Alors qu'aux États-Unis, c'est les entrepreneurs, c'est-à-dire les entreprises, qui sont les milliardaires. Alors, aujourd'hui, j'ai entendu un de vos confrères souligner ce cas-là. Les milliardaires en Afrique, ou bien les milliardaires dans la mouvance présidentielle ou bien au sein du gouvernement, ils trouvent ces fonds où? Et les gens nous parlent de patati patata, de développement de la jeunesse. Ces milliardaires qui ne veulent pas investir, pas vous les avoir dit, vous parlent d'insécurité. D'où viendra le développement? On nous lance des projets du développement de la jeunesse. Mais ça, c'est un faux problème. Donc, moi je dis qu'il faut revoir ça, c'est-à-dire que pour équilibrer la balance, pour que le pain soit réparti de façon équitable, il faut revenir à certaines réformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai 65 ans. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que pour ce petit pays, on a des milliardaires qui peuvent même faire la prospérité au Togo, mais qui ne veulent pas. Alors, je m'arrête ici. D'accord. Très bien. Monsieur Kao, merci beaucoup de nous avoir interpellé sur le cas de la redistribution de la richesse. C'est le premier débat qu'on a évoqué tout à l'heure, l'avenir radio pour le Togo. Est-ce qu'il faut espérer un lendemain meilleur? Et puis, on a parlé de la classe moyenne. Merci d'avoir abordé le sujet. On va prendre notre auditeur au bout de fil. Allô? Alors, bonjour, monsieur Sangato. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Eli. Monsieur Eli, nous vous écoutons. Oui, moi, je vais aller dans le même sens que les évêques. Oui. Moi, personnellement, je crains l'avenir du Togo, de mon pays. Ça craint. C'est parce que notre gouvernement a forcé tout droit à organiser une élection, je dirais, unilatérale, avec une CENI incomplexe. Vraiment, ça craint. Mais il ne faut pas que ça se fasse quand on dit l'avenir du pays sera à feu à sang. C'est pas prévu sur notre pays quand même. Et tant qu'il y a certains éléments des forces de l'ordre qui vont évoluer dans les airs, parce que chaque fois, je dis présentement, quand nous vivons chez nous à Goreke, chaque fois ils vous interpellent, c'est pas pour demander la carte d'identité, mais ils te demandent la carte d'électeur. Mais je sais pas, c'est dans quel droit ils te demandent la carte d'électeur. Tant qu'ils font ça, ils sont en train de semer des feux de tension partout. Et le jour où ça va s'exploser, je sais pas si ils auront le temps de contenir. Je demande encore une fois au général Yak de contrôler ces éléments. Parce que ça ne devient pas, si ça va venir, je ne sais pas si ça va venir de la population, mais de nos frères corps habillés qui essaient de semer les feux de tension partout là. Quand nous enquêtons, le jour où ça va s'exploser. Je ne sais pas si ils auront l'occasion de contenir cela. Très bien. Merci beaucoup, M. Eli. Merci de nous avoir contacté. Un auditeur qui doit nous dire ce régime n'entend rien sauf les marches qui vont le faire bouger. Donc, rendez-vous le jeudi et samedi prochain pour les marches. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, je vais bien, vous. Ça va très bien. Quel est votre nom? C'est Komi. Monsieur Komi, très bien. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, oui. Hier, vous aviez parlé avec les confrères du déplacement du chef de l'État et certains nous avaient dit que c'était du fake news. D'autres collaborateurs journalistes nous rappellent ce matin qu'effectivement, il a fait un déplacement. Oui. Voilà. Tout est vérifié. Comment allons en tant qu'auditeur, porter du crédit à ce qui était passé hier? Comment allons-nous juger leurs journaux? Comment allons-nous juger leurs propos à la radio? Oui. Malheureusement, sur ce sujet, je pense que le débat s'est poursuivi dans le groupe de Taxi Praise, où le confrère a réajusté en ayant d'autres sources qui lui ont confirmé ce voyage-là. Bon, voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, parce qu'entre-temps, vous n'êtes plus au parfum, vous et d'autres auditeurs qui ont suivi l'émission à midi.
vous voyez que ça fait mal. Ça fait mal. Tout excuse alors, monsieur Commis. Nous ayons des journalistes comme ça. Pour le débat de ce jour, la crise a permis à ce que moi je puisse remarquer que MRC, au but devenu MPDD, de Maître, Clé, etc., sont des ailes marchandes du pouvoir. Non, parce qu'ils participent aux élections. Oui, parce qu'ils participent aux élections. Ce sont des partis légalement constitués qui ont droit de concourir à quelques élections que ce soit. Félicitations à toi. Seulement que le jeu n'est pas crédible. Et quand quelqu'un, les yeux fermés, il participe à telle élection, soit il est de mauvaise foi, ou soit il ne veut pas du bien à notre pays. J'aimerais passer un message à nous les jeunes que M. Yad qualifie qu'on nous a bornés, on nous trompe et autres. Et lorsqu'il y a une marche, comment dirais-je, l'étape a dépassé le militantisme, que les gens soient embigarés et qu'ils viennent les mains vides aux marches. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Commis. Merci de nous avoir contactés. On va prendre un dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Madame, ici, nous vous écoutons. Je suis entrée en ligne pour une fois. D'accord, très bien. C'est très compliqué, c'est vrai. On le reconnaît. Nous vous écoutons maintenant. Voilà, c'est jamais. Voilà, toutes ces peines, nous avons du mal à vous entendre parfaitement. J'ai dit toutes ces peines, débat, pas débat. Vous m'entendez, non? Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez, oui. Toutes ces peines, débat, dialogue, accord, Ashkroum, tout le reste, alors qu'on n'a jamais fait au Togo, et tout le propre des dictateurs, aussi affairistes, stupides. On a du mal à vous saisir. Ah oui, mais tout ça là, ça dénonce la dictature militaire. On a une belle constitution qui prévoit tout ça. On a une très belle constitution qui prévoit... Je pense que la ligne se dégrade. On a du mal à vous entendre distinctement. Bon, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oui, mais quand elle commence à parler... Toutes nos excuses, madame, ici, on a du mal à vous entendre parfaitement. Veuillez nous en excuser. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit, soyons raisonnables. Le bon sens voudrait qu'on fasse les réformes avant les élections. Je me demande pourquoi le gouvernement veut à tout prix aller aux élections tout en ignorant le volet réforme. Moi, j'en appelle à notre bon sens. Il faut qu'on fasse les réformes, puis organiser les élections inclusives et transparentes, nous dit donc Maurice. Un autre auditeur qui nous dit, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement ne veut pas faire les réformes avant le peuple, comme le peuple le veut. Tout le monde sait comment Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. C'est dans 30 minutes, on a fait venir au pouvoir et maintenant faire les réformes, il faut des années, se demande-t-il. Et puis l'autre qui nous dit, la solution à cette crise togolaise est entre les mains du président Faure Gnassingbé. Il n'a qu'à prendre conscience et appeler le chef de file de l'opposition pour qu'ensemble ils trouvent une solution alternative avant le 20 décembre. Sinon, la jeunesse souffre, ce petit pays béni s'enfonce dans le chaos, nous dit donc... cet auditeur. Voilà, on va faire un dernier tour de table très rapide et puis on va rendre l'antenne. Je vais commencer par vous, Acha Ibrahim. Il faut dire que la question de l'alternance ne pose plus problème. Depuis un certain temps, le discours au niveau du parti au pouvoir a évolué. On n'a plus peur de la limitation de mandat. Oui. On n'a plus peur d'élections à deux tours. Donc, ce qui voudrait dire que le mouvement est en marche et je pense que la question de l'alternance n'effraie personne. Et donc, les Togolais doivent faire un effort nécessaire pour se doter d'une constitution qui rime avec la pratique dans la sous-région ouest africaine. Et en plus, que les acteurs politiques aussi sachent que le changement dans le pays, l'alternance, tout ceci doit passer par des élections. Donc, que chacun se prépare pour aller aux élections et que ceux qui doivent aussi les organiser les préparent dans de bonnes conditions pour qu'il y ait pluralisme, transparence et disons, tout ce que nous connaissons en matière d'observation électorale, que cela se fasse aussi pour que cela soit le plus vraiment transparent possible. Je vois les gars. Moi, je voudrais d'abord remercier cet auditeur qui
qui accorde beaucoup d'importance à la crédibilité, à notre crédibilité. Monsieur Komi. Oui, Monsieur Komi, merci beaucoup. On voudrait l'émergence des auditeurs comme ça, qui sont assez rigoureux sur ce que nous disons pour voir. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne dire n'importe quoi aux auditeurs, il faut quand même qu'on les respecte. Et soit tu veux faire du sérieux, tu fais du sérieux, bien sûr, tu ne veux pas faire du sérieux, tu quittes la corporation. Voilà moi ma ligne. Et maintenant, je voudrais dire que, comme on le dit, on dit tout se résume à Front-Niassime. Mais moi, sur ce plateau, j'avais dit que ne soyons pas étonnés que Forge mette en branle un plan en solo. Que Forge mette en branle, à la surprise de tout le monde, un plan en solo pour sauver son avenir et laisser, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que Forge. C'est-à-dire qu'il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il se laisse caution d'un clan qui se sucrent, qui sont devenus des ponces pour l'économie, juste en son nom. Mais ne soyons pas étonnés que Forge déploie un plan en solo à la surprise de tout le monde. Moi, c'est mon analyse. Très bien. On aura le temps forcément de découvrir cela si il se matérialise. Merci beaucoup, Joël Ega, le patron du journal Fraternité. Acha Ibrahim, patron du journal Temps Nouveau. Merci à Adia Prosper qui a assuré la coordination technique. Demain, nous serons en direct de Sokolé où nous animerons Taxi Presse dans le cadre des journées portes ouvertes de la presse. L'événement commence demain à Sokolé, jeudi et vendredi. Et si tout marche bien, la grande messe de Taxi Presse aura lieu donc à Sokolé également. Merci pour vous, merci à vous pour votre confiance. Juste après nous tout à l'heure, c'est le journal avec Amen Assignon. Passez une excellente journée. Appelez-moi Saint-Irrigator. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.